Le 10 octobre 2025, le Burkina Faso s'est arrêté. Un fleuve, un pays, un destin. En fermant le Sahel, ressource vitale confiée depuis des décennies à des multinationales, le président Ibrahim Traoré a rompu un équilibre hérité de l'époque coloniale, provoquant à la fois jubilation populaire et onde de choc internationale. Mais que signifie réellement, pour l'Afrique et pour le monde, le geste d'Ibrahim Traoré? Simple acte politique ou déclaration d'indépendance totale? Un barrage fermé, et c'est tout un continent qui se met en mouvement. Derrière la fermeture du fleuve Sahel se cache un pari immense. Redonner au Burkina Faso la maîtrise de son eau, de son économie et de sa dignité. Ce geste, perçu par beaucoup comme une rupture brutale, s'inscrit dans une volonté de souveraineté que peu de dirigeants africains ont osé affirmer aussi frontalement. Car l'eau du Sahel n'est pas seulement une ressource, c'est l'artère vitale qui irrigue les champs, alimente les centrales hydroélectriques et structure la vie quotidienne. En la reprenant des mains étrangères, Ibrahim Traoré promet plus qu'une réforme. Il esquisse une renaissance, mais cette renaissance a un prix. Les institutions internationales, les marchés et les partenaires étrangers observent chaque geste, chaque mot. Le pays tout entier se trouve au bord d'une transformation dont l'issue reste incertaine. Le pari d'un homme peut-il redéfinir le destin d'un continent? La réponse dépendra de la manière dont le Burkina Faso survivra à sa soif d'indépendance. En moins de 24 heures, la décision de fermer le fleuve Sahel a inversé 78 ans d'histoire. Jamais un dirigeant africain n'avait rompu un accord colonial encore en vigueur. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a aboli d'un trait de plume un contrat de 1947 qui confiait à une société européenne le contrôle total des eaux, des barrages et même des données météorologiques du Burkina Faso. Ce texte oublié, signé sous l'administration coloniale, avait transformé un fleuve en marchandise. Les entreprises étrangères décidaient des débits, fixaient les quotas d'irrigation et vendaient au gouvernement l'accès à sa propre ressource. Pour beaucoup de Burkinabés, cette tutelle invisible symbolisait une dépendance post-coloniale prolongée. Lorsque Traoré découvre dans les archives nationales que les droits d'exploitation et les données pluviométriques appartiennent encore à des intérêts extérieurs, il comprend que la souveraineté politique reste incomplète. Sa réponse, radicale et calculée, vise autant la symbolique que la substance. Car derrière la fermeture du Sahel se joue bien plus qu'un conflit hydraulique. Il s'agit de récupérer la maîtrise d'un cycle vital que d'autres administraient à distance. Les chancelleries européennes dénoncent aussitôt un sabotage économique, tandis qu'à Ouagadougou, des foules célèbrent un acte de libération. Ce contraste éclaire le cœur du dilemme. Comment un geste de souveraineté peut-il devenir un foyer d'instabilité? En brisant les chaînes invisibles du passé, Ibrahim Traoré force le pays à naviguer entre fierté nationale et turbulence économique. Et pendant que les analystes comptent les pertes à court terme, un pays entier s'interroge. Que vaut la liberté quand elle coûte la stabilité? Dans un atelier improvisé près de Ouagadougou, l'ingénieur Idrissa Sawadogo observe les écrans d'un centre de contrôle hydraulique flambant neuf. Quelques jours après la décision d'Ibrahim Traoré, lui et une équipe de jeunes techniciens ont reçu pour mission de cartographier le réseau du fleuve Sahel, désormais sous autorité nationale. Leur objectif, vérifier chaque pompe, chaque vanne, chaque barrage, autrefois entretenu par des sous-traitants étrangers. C'est la première fois que je sens que cette eau nous appartient vraiment, confie Sawadogo. Pour la première fois depuis des générations, le contrôle du débit n'obéit plus à des tableaux venus d'Europe, mais à des décisions prises sur place. Les débuts sont chaotiques. Manque de pièces, retard logistique, logiciels obsolètes. Mais l'énergie collective, elle, ne faiblit pas. Dans les villages voisins, les agriculteurs s'adaptent, certains creusant des canaux de dérivation temporaires, d'autres organisent des tours d'eau. Dans les marchés, on débat du jour où le fleuve s'est redevenu burkinabé. Les premières tensions apparaissent
aussi. Des fermiers redoutent les rationnements et les prix du maïs grimpent. Pourtant, un souffle nouveau parcourt la population. Ce qui, hier, paraissait un risque, devient aujourd'hui une cause. Les rues de la capitale se couvrent d'affiches où l'on lit « Notre eau, notre avenir ». Entre chaos technique et euphorie nationale, le pays apprend à tenir debout sur ses propres bases. Un changement d'équilibre qui transforme la dépendance en apprentissage collectif. Tout commence à l'aube du 10 octobre 2025. Dans une allocution télévisée de 6 minutes, Ibrahim Traoré annonce la fermeture immédiate du fleuve Sahel. L'ordre tombe comme un couperet, suspension des contrats étrangers, prise de contrôle totale par l'État. À 8h30, les premières vannes sont scellées sous supervision militaire. Déclencheur, les ambassades européennes réagissent dans l'heure. Un communiqué de Bruxelles dénonce une action unilatérale contraire au droit international. Washington suit, évoquant un précédent dangereux pour la stabilité régionale. À Ouagadougou, les rues s'emplissent. Chants, drapeaux, slogans. « Traoré, fils du fleuve !» scandent des centaines de jeunes. Point culminant. Le 11 octobre, les marchés internationaux enregistrent la chute immédiate du franc CFA. L'Union européenne suspend son aide budgétaire et le FMI gèle un prêt de 400 millions de dollars destiné aux infrastructures hydrauliques. Dans la capitale, les coupures d'électricité se multiplient. Les hôpitaux fonctionnent à demi. Traoré, inflexible, répète « Nous préférons la soif libre à l'abondance dépendante ». Les jours suivants, le gouvernement déploie une cellule de crise. Des ingénieurs et soldats inspectent les barrages, évaluent les dégâts, rétablissent les circuits locaux. Les premières difficultés apparaissent. Rationnement de l'eau, flambée du carburant, file d'attente aux stations. Malgré tout, la mobilisation populaire persiste. Des pancartes proclament « Le Sahel pour les Burkinabés ». Onde de choc. Le 15 octobre, la pression extérieure atteint son sommet. Des entreprises européennes réclament des compensations juridiques. L'Union africaine convoque une session extraordinaire. Au même moment, dans la région de Bobo-Dioulasso, des coopératives agricoles s'organisent pour irriguer par pompage local. Dans les jours qui suivent, les répercussions s'étendent. Les exportations de coton chutent de 17%. La production d'électricité recule de 18%. Le chômage rural grimpe de 12 points. Mais au sein du pays, une narration nouvelle s'impose, celle d'une reconquête. Les médias locaux parlent d'une révolution hydraulique. Sur les réseaux, les jeunes diffusent des images du fleuve rendues à son peuple. Ibrahim Traoré devient symbole, un homme seul face à l'ordre mondial. Le 21 octobre, la première délégation diplomatique malienne arrive à Ouagadougou pour proposer une alliance technique régionale. Les autorités burkinabées acceptent d'ouvrir des négociations sud-sud sur la gestion commune des bassins. L'isolement annoncé se mue en solidarité naissante. Épilogue provisoire. 15 jours après l'annonce, le fleuve Sahel coule toujours, mais sous drapeau national. Les tensions économiques persistent, les sanctions demeurent. Mais la population garde la tête haute. Une nation a choisi de perdre du confort pour regagner son honneur. Avant la fermeture du fleuve Sahel, 30% de la population du Burkina Faso vivait directement de l'agriculture irriguée. En une semaine, ce secteur a vu sa production chuter de près de 18%, selon les estimations du ministère de l'économie rurale. Cette baisse soudaine s'explique par l'arrêt des pompes alimentées par des réservoirs contrôlés autrefois par des entreprises étrangères. Pour Ibrahim Traoré, ce sacrifice temporaire était inévitable afin de reprendre le contrôle des ressources vitales du pays. La conséquence immédiate s'est faite sentir sur l'énergie. La production électrique issue des barrages hydroélectriques a diminué de 19% en quelques semaines. Les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ont connu des pannes répétées, forçant les autorités à déployer des générateurs locaux et à rationner l'électricité dans les zones résidentielles.
Mais cette crise énergétique a suscité une mobilisation inédite. Des ingénieurs formés dans le pays ont réhabilité en urgence des centrales secondaires abandonnées depuis des années. Sur le plan social, les effets ont été contradictoires. Les prix du carburant ont grimpé de 12%, provoquant une inflation modérée mais contenue par le gouvernement. En revanche, la création de nouveaux emplois dans la gestion locale de l'eau a offert une bouffée d'oxygène économique. Près de 2000 postes techniques ont été ouverts dans les 6 premiers mois. La capacité nationale de gestion hydraulique a doublé par rapport à 2024, selon le dernier rapport du ministère de l'Eau. Ce rééquilibrage illustre une logique de résilience plutôt que de retrait. Les sanctions financières imposées par le FMI et l'Union européenne, dont le gel d'un prêt de 400 millions de dollars, ont poussé le Burkina Faso à rechercher de nouvelles alliances. Des partenariats techniques ont vu le jour avec le Mali et le Niger, favorisant un transfert de compétences régionales et le développement de bassins autonomes, interconnectés. Les indicateurs d'accès à l'eau montrent déjà une amélioration de 22% dans les zones rurales où la gestion a été décentralisée. Ce résultat, encore préliminaire, suggère que la rupture d'Ibrahim Traoré avec le système ancien ne se résume pas à un geste symbolique. Elle a déclenché une réorganisation concrète de l'économie hydrique. Certes, les manques demeurent et les sanctions pèsent, mais le pays commence à façonner sa propre architecture de survie. Le fleuve Sahel n'est plus seulement un cours d'eau, c'est devenu un baromètre de la capacité africaine à transformer la crise en souveraineté. Depuis la fermeture du fleuve Sahel, deux visions irréconciliables s'affrontent au Burkina Faso et au-delà. D'un côté, les partisans d'Ibrahim Traoré voient dans cette décision un acte de souveraineté pure, la première affirmation tangible d'une Afrique prête à rompre avec un siècle de dépendance. Pour eux, la perte économique immédiate est un coût nécessaire pour bâtir une économie libérée des ingérences étrangères. Ils invoquent les précédents historiques. Aucune nation ne s'est affranchie sans heurts, et chaque révolution impose une phase de turbulence avant la reconstruction. Les résultats initiaux: hausse de 22% de l'accès à l'eau locale, création d'emplois techniques, leur donnent raison sur le principe. La souveraineté s'apprend par la pratique, pas par la délégation. Mais les critiques, eux, redoutent un isolement désastreux. Ils soulignent que la rupture unilatérale des accords de 1947 et la perte du prêt du FMI fragilisent l'économie d'un pays déjà sous tension. Pour eux, la décision de Traoré s'apparente à une fuite en avant, une victoire symbolique mais économiquement suicidaire. Les coupures d'électricité, la chute du franc CFA et la contraction des exportations agricoles sont autant de signaux d'alerte. Selon cette approche, le patriotisme ne remplace pas les infrastructures. Sans ressources extérieures, la transition pourrait s'effondrer sous son propre poids. Entre ces deux pôles, une ligne médiane se dessine. Et si la fermeture du fleuve Sahel n'était pas une fin, mais un test? Le geste d'Ibrahim Traoré oblige le pays à prouver qu'il peut survivre sans assistance. C'est une expérience grandeur nature, brutale mais lucide, qui confronte le Burkina Faso à ses propres capacités d'organisation. Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si le pari réussira, mais s'il permettra enfin à l'Afrique de mesurer sa force réelle. Un geste devient doctrine. À mi-parcours de la crise, Ibrahim Traoré élargit le sens de sa décision. Fermer le fleuve Sahel n'est plus un acte isolé, mais le socle d'un nouveau modèle africain de gouvernance. Il déclare publiquement « La bataille de l'eau n'est qu'un commencement ». À travers ces mots, le président transforme une mesure économique en manifeste politique. Dans les rues de Ouagadougou, les slogans changent. On ne parle plus seulement d'indépendance, mais de réappropriation du destin. Des délégations venues du Mali et du Niger arrivent pour proposer une coopération hydrique régionale. Ce tournant marque la naissance d'un axe sahélien fondé sur la solidarité et la gestion partagée des ressources. Les chancelleries occidentales, surprises par cette mutation,
redoutent un effet domino. Ce qui devait être une crise nationale devient un précédent continental. Ibrahim Traoré, sans le dire, vient d'ouvrir un front idéologique, celui d'une Afrique qui décide pour elle-même, sans attendre l'aval d'autrui. Le fleuve fermé se mue en horizon politique. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré se font sentir dans chaque fibre du Burkina Faso. Le pays, désormais maître de ses eaux, découvre à la fois le prix et la puissance de sa liberté retrouvée. Niveau. Sur le plan institutionnel, le gouvernement a dû improviser une réorganisation complète de la gestion hydraulique. Les anciens départements sous financement international ont été fusionnés dans une agence nationale de l'eau, créée en urgence. Cette centralisation a permis d'accélérer les décisions, mais a aussi exposé le manque criant de personnel formé. Les fonctionnaires, autrefois simples exécutants de directives extérieures, deviennent décideurs. Ce glissement, bien que chaotique, forge une administration plus consciente de ses responsabilités. Secteur, l'économie paye le prix fort. Les sanctions de l'Union européenne et le gel du prêt du FMI ont amputé le budget public d'environ 8%. Les exportations de coton et de produits agricoles ont chuté, entraînant une baisse de 15 à 20% des revenus d'exportation. Pourtant, un mouvement inverse émerge. Les investissements régionaux en provenance du Mali et du Niger compensent partiellement ces pertes. De nouvelles filières locales se développent, centrées sur l'irrigation communautaire et la réparation d'infrastructures. Plus de 2000 emplois ont déjà été créés. Niveau. Pour les citoyens, les répercussions sont tangibles. Les rationnements d'eau et d'électricité perturbent la vie quotidienne, mais l'adhésion populaire demeure forte. Les sondages internes révèlent une hausse de 22% du taux de satisfaction sur l'accès à l'eau dans les zones rurales. Les habitants parlent du jour du fleuve, symbole de dignité retrouvée. Dans les écoles, les enseignants évoquent Ibrahim Traoré comme celui qui a rendu la rivière au peuple. Le patriotisme, plus qu'une émotion, devient une ressource psychologique contre la peur du manque. Dimension. La portée de cette rupture dépasse les frontières. Le Mali et le Niger s'inspirent ouvertement du modèle burkinabé. La création d'un Conseil sahélien des ressources est déjà à l'étude. Dans les capitales africaines, des débats émergent. Et si le contrôle local des fleuves devenait le nouveau critère de souveraineté? Ce qui fut une crise isolée devient un laboratoire politique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement fermé un fleuve, il a ouvert un champ d'expérimentation pour tout un continent. Les sanctions occidentales n'ont pas brisé le Burkina Faso. Elles ont révélé sa capacité à résister, à se réinventer, à transformer la contrainte en levier. Et dans cette résilience, beaucoup voient la première pierre d'une Afrique enfin maîtresse d'elle-même. L'avenir du Burkina Faso se dessine désormais selon 3 chemins possibles, tous nés du même point de rupture, la fermeture du fleuve Sahel. Scénario optimiste. Dans la trajectoire la plus favorable, le pays transforme la crise en moteur de renaissance. Les alliances régionales avec le Mali et le Niger se consolident, aboutissant à la création d'un réseau sahélien de gestion intégrée des eaux. Les ingénieurs locaux, déjà 2000, doublent leurs effectifs et la production d'énergie hydraulique reprend à 4 ans de son niveau initial. Les sanctions occidentales s'assouplissent progressivement, sous la pression d'acteurs privés désireux de revenir sur un marché africain en recomposition. Ibrahim Traoré devient alors le visage d'une souveraineté pragmatique, célébrée non comme une rupture, mais comme une réinvention. Scénario médian. Le pays stabilise ses institutions, mais reste économiquement vulnérable. L'inflation s'installe, la croissance stagne autour de 1,5% et les aides internationales demeurent suspendues. La coopération régionale apporte un soutien technique. Mais les tensions diplomatiques persistent avec l'Union européenne. La population, toujours mobilisée, oscille entre fierté et fatigue. Traoré conserve son cap, mais la marge de manœuvre se réduit. Le pays avance, lentement, porté davantage par la foi collective
que par la disponibilité des ressources. Scénario pessimiste. Les sanctions se durcissent, les exportations s'effondrent, et le gouvernement peine à maintenir les services essentiels. L'isolement international s'aggrave, fragilisant la stabilité politique. Des manifestations sporadiques éclatent dans les zones urbaines. La confiance s'érode. Le risque d'une récession prolongée menace, et la bataille de l'eau pourrait être perçue comme une victoire coûteuse. Dans chacun de ces futurs, le fleuve Sahel demeure le miroir d'une question plus vaste. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour défendre sa dignité? La réponse, encore ouverte, appartient à ceux qui accepteront de faire de la souveraineté un apprentissage collectif, pas une illusion solitaire. Derrière les chiffres et les décisions politiques, il y a des visages. À Ouagadougou, Mariam, mère de 3 enfants, remplit chaque matin 2 bidons d'eau avant l'aube. Avant la fermeture du fleuve Sahel, elle dépendait d'un système irrégulier géré par une société étrangère. Aujourd'hui, elle puise dans un réservoir communautaire, entretenu par ses voisins. L'eau n'arrive pas toujours, mais elle est à nous, dit-elle avec un sourire fatigué. Ce témoignage, parmi des milliers d'autres, révèle la dimension humaine du choix d'Ibrahim Traoré. La souveraineté ici ne s'exprime pas dans les sommets diplomatiques, mais dans les gestes ordinaires. Une pompe réparée, une file d'attente disciplinée, un enfant qui boit sans craindre la pénurie. Dans les quartiers populaires, les citoyens s'improvisent gardiens du réseau hydraulique, assumant la part de responsabilité que la liberté exige. Mais l'espoir s'accompagne d'inquiétude. Les coupures d'électricité et la hausse des prix frappent les plus fragiles. Pourtant, les mêmes voix l'appellent à la patience. Nous payons aujourd'hui pour que nos enfants boivent demain. Dans les écoles, les enseignants transforment le débat en leçon civique. Que vaut l'indépendance si elle n'est pas vécue au quotidien? Cette histoire touche chacun, bien au-delà du Burkina Faso. Elle interroge. Jusqu'où serions-nous prêts à aller, nous aussi, pour retrouver la maîtrise de ce qui nous nourrit? Et si, en soutenant le geste du Burkina, nous soutenions notre propre droit à décider? Pour Ibrahim Traoré, la rupture n'a jamais été une fin. C'est un départ. La reconstruction du système hydraulique du Burkina Faso suit une trajectoire claire, découpée en 5 étapes. Première étape, former. Le gouvernement a lancé un programme national de formation accélérée pour 500 ingénieurs et techniciens. Objectif, créer un vivier local capable d'entretenir les infrastructures et de réduire la dépendance aux consultants étrangers. Deuxième étape, reconstruire. Des chantiers pilotes ont débuté dans les régions de Bobo-Dioulasso et Kaya. Ils visent à moderniser les stations de pompage et à restaurer les canalisations vétustes. Le délai fixé est de 12 mois, avec un financement 100% national. Troisième étape, coordonner. Une plateforme numérique, gérée par le ministère de l'Eau, centralise désormais les données sur les précipitations, les barrages et la consommation. Pour la première fois, les décisions hydriques reposent sur des statistiques locales. Quatrième et sixième étape, coopérer. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger travaillent à la création d'un conseil sahélien des ressources, chargé d'éviter les conflits et de mutualiser les infrastructures. Ce mécanisme régional marque un tournant dans la gouvernance africaine. Cinquième étape, mesurer. Chaque trimestre, un rapport public évalue les progrès. Taux de réparation, satisfaction des usagers, rendement énergétique. Cette transparence vise à restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Pas à pas, Ibrahim Traoré transforme un acte de rupture en matrice de stabilité. Le fleuve Sahel, jadis symbole de dépendance, est devenu miroir d'une émancipation collective. Dans les villages comme dans les villes, les Burkinabés regardent désormais ces eaux, non plus comme un don, mais comme une promesse. Ce qui coulait autrefois sous contrôle étranger s'écoule aujourd'hui sous le regard d'un peuple conscient de sa force.
Ibrahim Traoré n'a pas simplement signé un décret, il a rallumé un feu. Ce feu brûle dans les mots des enseignants, les gestes des ingénieurs, les rêves des enfants qui voient leur pays debout. Les générations futures retiendront moins les sanctions que le courage, moins les pertes que l'affirmation d'une volonté. Dans le monde, rares sont les dirigeants qui osent affronter la tempête pour défendre une idée. Traoré l'a fait, non pour le prestige, mais pour l'héritage. Son pari rappelle à l'Afrique que la dignité ne se négocie pas. Et quand les eaux du Sahel reprennent leur cours, elles ne transportent plus seulement la vie, elles portent la mémoire d'un réveil. La liberté ne se reçoit pas, elle se construit. L'histoire du fleuve Sahel ne parle pas seulement d'eau, mais de courage. En choisissant de couper les chaînes invisibles du passé, Ibrahim Traoré a rappelé au monde qu'aucune nation ne peut grandir sans prendre le risque de décider par elle-même. Ce geste, né dans un petit pays enclavé, résonne aujourd'hui bien au-delà des rives du Burkina Faso. L'Afrique tout entière observe. Des citoyens, des étudiants, des ouvriers partagent la même interrogation. Et si cette lutte pour l'eau n'était que le début d'une bataille plus vaste pour la souveraineté des ressources, de la pensée, de l'avenir? Partager cette histoire, c'est reconnaître la valeur d'un choix difficile, celui d'un peuple qui a préféré la dignité à la facilité. À vous maintenant, croyez-vous qu'il soit temps pour l'Afrique de reprendre le contrôle de son propre destin ?